la majorité des sports dits à matériel, l'engin avec lequel on pratique joue un rôle important dans la performance. La voile n'échappe pas à cette règle et le contrôle du bateau avant la course doit permettre de s'assurer que tous les compétiteurs s'affronteront à armes égales avec un matériel identique. Les fournisseurs s'attachent à délivrer du matériel conforme à la jauge, mais aucun d'entre eux n'est à l'abri d'une erreur de fabrication. De plus, à l'usage, le matériel, et notamment les voiles, subit des déformations. Certains coureurs peuvent profiter ou pâtir involontairement de ces aspects. D'autres peuvent être tentés d'en tirer parti et de contourner la jauge pour prendre un avantage. À elles seules, ces raisons expliquent la nécessaire mise en place d'un contrôle. Mais en réglementant également les évolutions technologiques d'un support, la jauge joue un rôle qui dépasse le cadre de l'arbitrage. Elle permet d'éviter la dérive d'une course à l'équipement et ses conséquences sur le coût de la pratique. Malgré cela, l'expérience fait apparaître que les contrôles effectués par les jaugeurs sensibilisent peu les jeunes coureurs. L'association propose donc une nouvelle démarche qui a pour objectif de responsabiliser les coureurs vis-à-vis de la jauge et d'améliorer leur connaissance du bateau en les éveillant peut-être à la dimension technologique de la performance. Ça va pas, Nat. On est pile sur le scotch. Ah, mais là, on va faire l'autre. Ah, qu'est-ce que vous regardez là? Regarde si c'est la jauge, la voile. Si elle arrive à la marque de jauge. Alors comment on peut savoir si elle est à la jauge? Bah, si elle est sur le scotch ou au-dessus, c'est pas la jauge, il faut que ce soit en dessous. Faut que ce soit en... Ouais. RWO, donc là on n'est pas à la jauge, mais sinon le reste c'est tout normal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'est pas à la jauge, si vous êtes contrôlé? Alors déjà il faudrait le changer avant la régate. Si on contrôle avec ce taquet là, bah, on risque d'être disqualifié. Attendez, faites 2, 3. Attends, il y a quelqu'un qui passe derrière. Ah, bah oui, je sais pas, il va pas le dire. Direction l'eau. Quand il y a eu la tempête, là, quel mois de novembre. Ouais, encore une fois l'eau. Sur la voile, il y a la baume, Alors la baume, oui. Vas-y, qui est la marque de jauge là, il faut pas qu'elle dépasse cette marque là. D'accord.
Alors on va mesurer la largeur de la voile à partir de la demi-chute. Et pour trouver la demi-chute, on plie la voile. On prend la pétinière et le sommet du guindon qu'on met au point de la voile. Tu vas prendre le... Alors on va inscrire le milieu de la voile. Donc celui-ci. Ah bah c'est bon, c'est au coin de la latte. C'est là. Alors on met la console. On est parti là, on va faire la demi-bordure. Alors on cherche un peu partout quelle est la grandeur maximale. Ça, donc on tend légèrement la voile, puis on la relâche. On cherche la longueur la plus courte. Ça permet de faire quoi alors? On peut calculer la largeur de la voile à mi-hauteur de la chute. Et on tombe sur 121. Une fois qu'on a trouvé la demi-chute, on va faire couper le mètre de manière à trouver la valeur minimale. Donc le minimum c'est quand tu pars dans un équilibre redondant. Et là on trouve 120. On trouve 120 et la valeur maximale c'est combien? 122. Attends, c'est de l'autre côté. Faut plonger au sol là. Ouais. Donc là on va mesurer la longueur de la chute du spi. Alors pour ça on le pose bien à plat. On tend un petit peu et on relâche, parce qu'il ne faut pas qu'il soit tendu pendant la mesure. Alors, on tend et on relâche. On prend du sommet de la tête du spi et aux oreilles. Et là il fait 3,18 m et la longueur maximale c'est 3,20 m. Donc là il y a 2 cm d'écart et c'est bon. Donc on va chercher la largeur maximale du spi. Alors pour ça, il faut bien superposer les chutes, tendre de l'autre côté et relâcher, pas que ce soit trop tendu. Alors pour rechercher la valeur maximale du spi, on prend la largeur minimale, qui correspond à la largeur du spi. Alors on va le positionner à un endroit. On regarde là, il y a 1,16 m, on le fait tanger de chaque côté. Pour voir la valeur minimale. Donc là ça augmente. Donc à cet endroit c'est 1,16 m. Alors on va changer, on va faire un peu plus bas. On va vérifier que les chutes soient bien superposées. On tend un peu. Et là on va les faire bouger. Donc là aussi, là c'est 1155 mm à cet endroit. Alors on fait la même chose, vérifions que les chutes soient bien superposées. Là c'est 1160 mm et donc ce spi est largement en dessous de la cote qui est de 1180 mm, la largeur maximale du spi. Bien l'enfoncer jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on retient le nœud pour qu'elle soit enfoncée au maximum.
Voilà. Maintenant on pousse de l'autre côté pour mesurer avec le mètre. Alors, comme on a des lèvres, il va falloir les soulever pour bien prendre depuis la coque. Parce que les enfoirds. Voilà. Et puis piler 10 sur la coque. Ouais. Juste au côté de la dérive. Voilà. Et maintenant, Perpendiculairement à la coque, on mesure. Et normalement, la dérive, on ne doit pas dépasser les 75 cm. Là c'est à 85, mais on est parti de 10. Donc on est juste au bout. Après, on va faire coulisser sur toute la dérive pour regarder si c'est à la jauge partout. Et donc là, encore une fois, on prend par rapport à l'angle qui est formé entre l'attaque et le dessous de la dérive. On est toujours bon. Tu vas revenir là? Oh bah je le mets pas forcément comme il faut. Ouais. Enlève la petite ficelle là. D'accord. On va casser la dérive. Voilà, on va par là. Donc on va tester la flottabilité de la barre avec le safran. Ensemble, accrochés. Alors voir s'il flotte. Allez, c'est bon. On va dire que c'est bon. Là. Flotte très bien. On va dire que c'est bon. Il remonte à la surface quand on enfonce. Voilà. C'est bon pour toi là? C'est bon là. Ouais. C'est bon.